Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité. 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Blaise Compaoré, Gilbert Djendjéré et Hyacinthe Kafando écopent de la prison à vie. 3 des 14 accusés relaxés, et tandis que les autres ont reçu des peines allant de 3 à 20 ans. C'est ce qu'on peut retenir de la décision du tribunal militaire au terme du procès Thomas Sankara. Un procès qui s'est tenu plus de 3 décennies après les faits et qui aura duré 6 mois. Une délivrance pour ceux en tout cas qui se réclament de l'idéal sankariste et des parents des victimes tombées le 15 octobre 1997 plutôt. Cette actualité est enrôlée au tribunal de l'actualité. Et pour en parler, nous avons à la barre ce matin le colonel Pierre Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes président du comité d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara. Avec vous, on l'a dit, on va parler du procès, son verdict et ses enseignements. Mais avant, et comme d'habitude, nous allons ouvrir avec les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. Nous allons commencer avec le doyen des juges. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Oui, merci, président. Ce qui retient mon attention, c'est un communiqué qui, lui, date du 6 avril, signé du porte-parole du gouvernement, qui nous informe que le président, l'ancien président du FASO-ROC, Christian Kaboré, a été libéré. Donc il rejoint depuis mercredi, il a rejoint depuis mercredi 6 avril son domicile à Ouagadougou. Et on nous rassure que des mesures sont prises pour garantir sa sécurité. Et donc, c'est l'aboutissement, quand on écoute des concertations entamées il y a un peu plus de 3 semaines. C'est ce que dit le communiqué. Et on se rappelle aussi que cela nous avait été aussi communiqué lorsqu'il y avait cette pression-là de la CEDEAO demandant l'élargissement de l'ancien président Roch Kaboré. Il nous disait que ça faisait déjà 3 semaines que les discussions avaient été menées pour qu'il puisse rejoindre un de ses domiciles, et cela devrait se faire assez rapidement. Je dis, c'est très bien que cette décision assez sage ait été prise. On a tous, sur le plateau, critiqué la façon d'organiser l'offre sur le plan sécuritaire pour ce qui était du régime de Roch Kaboré. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se réjouissait des turpitudes dans lesquelles il était, étant entendu qu'il y avait beaucoup de craintes qui étaient partagées par ses proches. Et nous n'adhérions pas à cette façon de faire là, parce qu'on estimait aussi que s'il représentait un véritable danger, ou bien s'il y avait des éléments le concernant, ça se reverse à la justice et puis ça s'apprécie. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'on garde quelqu'un sans qu'on lui reproche quoi que ce soit ainsi. Et nous disions que ce n'était pas vraiment bien, et la transition aurait pu s'en faire l'économie. On est content qu'il y ait cette décision sage qui a été prise, et reste à espérer aussi que ce ne soit pas quelqu'un qui soit à la maison et comme prisonnier chez lui. Ça aussi, c'est une autre réalité. Mais je veux dire que c'est une sage décision déjà qui a été prise, et il faut saluer cela à sa juste mesure. Merci, juge Vaha. Juge Bougouma, vous avez la parole. Oui, j'ai 2 avant-propos. Le premier avant-propos est en lien avec le sujet qui est enrôlé, mais c'est vrai que ça ne va pas aller naturellement dans le même sens. Moi, c'est la chance pour la réconciliation et tout, et l'attitude qui a été donnée de voir, où il a failli avoir affrontement entre, d'un autre côté, le clan Djendjéré et d'un autre côté, ceux qui se réclament clan Sankara. Donc, est-ce qu'on aura une chance d'aller à la réconciliation quand on a des positions tendues, même quand la justice est dite, même quand le droit est dit? Ça part dans tous les sens. Et imaginons un peu si c'était sous le régime déchu que ce verdict avait été donné. C'était pas évident dans l'appréciation, dans l'accueil du public et surtout des supporters de Djendjéré,
qui allait naturellement avoir un autre regard. Mais ça n'empêche pas que, effectivement, cela continue. Donc, c'est aussi, j'ai dit bien, on est toujours dans des postures clivantes, on est toujours dans des postures subjectives, mais on ne regarde pas beaucoup plus, à partir de ce moment, comment est-ce qu'on fait un pas en avant. Chacun campe sur sa posture. Et j'ai dit, la chance pour la réconciliation, c'est du boulot. Le ministre Yero Boli a vraiment du pain sur la planche par rapport au rapprochement des positions sur ce qui nous a été donné de voir. Si on avait les deux sur un même plateau, on allait pouvoir voir comment est-ce que... Voilà, mais ça, c'est la lecture que je donne. C'est vrai que c'est un sujet qui a un rôle qui peut être plus ou moins évoqué, mais l'aspect est tellement important que je tiens à relever ça, effectivement, en avant-propos. Par rapport à cette situation, l'attitude des supporters des deux camps va être également, va déterminer la suite à donner. Ça, c'est ma conviction. Mon deuxième avant-propos, c'est par rapport à l'affaire de Béguédo. Une délégation de la FAIB, la Fédération des associations islamiques de Burkina, serait rendue à Béguédo pour une rencontre à huis clos. Comme on appelle ça, je dis bien à huis clos, pas ouverte à la presse, pour voir comment est-ce qu'il faut travailler pour amener la sérénité dans les rangs, pour approcher les positions. C'est déjà une bonne démarche que la FAIB puisse effectivement enclencher un tel mécanisme. C'est vrai que l'affaire est en justice. La question qu'on se pose, c'est la suite, finalement, comment est-ce que la suite va être gérée? Est-ce qu'il va falloir travailler sur le plan de la négociation, dédommager ceux qui ont été victimes des saccages, soigner les blessés et puis négocier l'élargissement des fautifs, ou bien, mais c'est autant d'interrogations qui sont sur la table. Maintenant, on a cette culture-là que la religion s'invite dans le droit, que le politique également s'invite dans le droit, même quand il est dit. Et dans plusieurs dossiers, c'est comme ça. Soit c'est l'homme politique qui s'y invite, soit c'est d'autres religions, je dis toutes tendances confondues, tout bord confondu, toutes religions confondues, en fonction des intérêts qui s'invitent. Et en ce moment, à un moment donné, on finit, le droit n'est pas dit, on essaie de s'accommoder, on déplace le problème, et après, il nous rattrape. Donc, pour certains qui n'ont pas été capables de rester pour assumer leurs actes, parce que si vous posez l'acte sur la base de la conviction, surtout quand c'est une conviction religieuse, vous défendez vos positions, quitte à être pris, humilié jusqu'au bout, parce que vous êtes sûr que c'est pour une conviction religieuse que vous l'avez fait. Mais si vous détalez, et vous n'êtes même pas capable de vous arrêter pour affronter et assumer ce que vous avez posé comme acte de conviction, et dire que nous l'avons posé au nom de nos convictions politiques, idéologiques, religieuses, ou je ne sais pas moi, effectivement, à un moment donné, on se pose la question de vos convictions réelles. Mais donc, on attend de voir comment est-ce que la justice va faire avec ces négociations et ces rencontres qui ont commencé. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé qu'à la radio, qui nous permettent en tout cas d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je vous le disais en début d'émission, le colonel Pierre Ouedraogo est notre convoqué du jour. Avec lui, on va parler justement des événements du 15 octobre 1987 en lien avec le procès Thomas Sankara, son verdict et ses enseignements. Une fois de plus, bonjour et bienvenue, colonel. Bonjour, merci. Alors, je vais rappeler déjà le verdict. Blaise Compaoré, Gilbert Djendjéré, Yacine Kafando, en tout cas, écope de la prison à vie. 3 des 14 accusés ont été relaxés. Les autres reçoivent une peine qui vont de 3 à 20 ans. Déjà au niveau du comité international Thomas Sankara, est-ce que vous êtes satisfait de ce que la justice a donné comme verdict? Au niveau du comité international mémorial Thomas Sankara, nous, c'est la mémoire, la question de mémoire qui est la plus importante. Et nous avons toujours réclamé la justice pour Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Cette justice a été rendue. Maintenant, le verdict en tant que tel, comme vous le savez, les accusés peuvent encore faire appel. Les juges, en tout cas, ont montré un grand professionnalisme. Et nous sommes convaincus qu'ils ont certainement appliqué le droit. Bon, cette question sera abordée ce matin même à 10h par les avocats de la partie civile, mais nous avons pleine confiance
qui n'ont pas dérogé aux règles du droit parce que tout le processus, avec les suspensions, tout, ont été conduits dans le cadre d'un procès équitable où tout le monde a eu l'occasion, disons, de s'exprimer. Maintenant, concernant les verdicts en tant que tels, il est évident que déjà même avant que Mariam Sankara ne dépose la plainte, déjà à l'époque, on connaissait plus ou moins quels étaient les auteurs. Mais maintenant, avec la récolte de toutes les preuves et des éléments venus de l'étranger, comme de la France et tout, on a pu, au cours du jugement, avoir les éléments matériels qui soutiennent certaines affirmations que nous-mêmes on entend ça et on entend autre chose. Mais là, on a eu l'occasion qu'il y ait cette confrontation des différents éléments. Et cela est très important pour nous parce qu'au moins on sait quelle est la vérité. On sait qui a commencé à tirer, qui a tiré par la suite et ainsi de suite. Mais il est évident que du point de vue des chiffres, le procureur avait demandé X, le tribunal a décidé Y, mais tout ça c'est dans le cadre du droit et dans le cadre des règlements des codes qui sont au Burkina Faso. D'accord, alors on l'a dit, ça a été un procès marathon, 6 mois, plusieurs années d'instruction, plus d'une centaine de personnes auditionnées dans le cadre justement de ce dossier-là. Aujourd'hui, la justice militaire a tranché, mais est-ce qu'on a eu toute la vérité sur l'affaire Thomas Sankara? Je pense que peut-être qu'on ne saura jamais tout, surtout la partie internationale, parce qu'un certain nombre d'acteurs sont, hélas, dans leur tombe. Peut-être avec une partie de la vérité. On a parlé de l'implication de la Côte d'Ivoire. Au football, il n'est plus de ce monde. On a parlé de l'implication de la France. Mitterrand n'est plus de ce monde. On a parlé de la Libye. Kadhafi n'est plus de ce monde. On a parlé du Togo. Et Adema n'est plus de ce monde. Il y a peut-être des gens qui étaient avec eux qui peuvent donner leur part de vérité à un moment ou à un autre. Et c'est en ce sens que ce procès est très important parce qu'il va permettre de délier les langues des autres personnes. La partie burkinabé ayant été déjà dite, tous les autres éléments peuvent maintenant aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais je pense que l'essentiel est là. C'est que un président en exercice du Burkina Faso a été assassiné par des éléments appartenant à l'armée du Burkina Faso dans un camp du Burkina Faso. Et cette partie est claire. Elle est clarifiée. Maintenant, les attaches extérieures et autres, ça explique certaines parties, mais l'explication centrale, elle est là. D'accord. Juge Var. C'est vrai que quand on regarde les personnes qui cristallisaient toutes les attentions, c'était bien Blaise Compaoré, c'était Diendéré, c'était aussi Kafando. Les deux Blaise Compaoré et Kafando n'étaient pas là. Je pense que Kétéri qui c'était 30 ans. On a la perpète, mais il y en a qui sont acquittés aussi. Quand on regarde, c'est surtout, je pense, ils sont trois. Ils sont trois. Les concernant, vous êtes satisfait? Ou bien vous pensiez qu'ils avaient aussi quelque chose à y voir? En ce qui concerne les deux médecins, c'est cela. Que je connais personnellement, je connais très bien, je pense que ce qu'ils ont dit, qu'ils voulaient rendre service aux familles, moi je les crois, parce que je les connais, je les ai pratiqués avant, et le colonel Guébré Alidou a envoyé ses médecins pour s'occuper de nous quand on était en détention là-bas, parfois même dans des circonstances assez difficiles. Je pense que c'est des professionnels qui ne l'auraient pas fait si ce n'était pas pour rendre service. Mais c'est une époque où on n'était pas dans cette dimension de l'état de droit qu'on connaît aujourd'hui, et il est possible que par crainte ou en fonction du contexte, ils aient fait ça uniquement pour rendre service aux familles. De toute façon, le tribunal a considéré que les peines n'étaient plus, du moins les délits n'étaient plus punissables.
parce qu'il y avait péremption, enfin, on ne pouvait plus. Et donc, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. Bon, concernant l'accusé Bossobé, je pense qu'il a donné un certain nombre d'éléments. Il est vrai qu'il y a des parties qui étaient un peu floues, mais néanmoins, c'est compréhensible. Parce que dans cette démarche, ce qui était le plus important, c'était connaître la vérité. Et aussi que, vu le nombre d'années qui est passé, qu'on puisse voir des gens qui disent « j'ai fait tel truc, je demande pardon ». Vous voyez, c'est quelque chose qui est important parce que ça peut nous arriver à tous. Et moi, en tout cas, pour les trois, je n'éprouve pas une peine particulière. Mais comme je vous dis, à 10 heures, nous aurons l'analyse technique par les avocats de la partie civile qui vont nous permettre d'avoir une meilleure idée. Mais personnellement, je n'ai pas été choqué quand j'étais dans la salle et je n'ai pas pu tout suivre, mais j'ai suivi une bonne partie, et en particulier sur le cas des 2 médecins. En tout cas, je pense que le tribunal a bien fait. Oui, vous dites que je ne sais pas si je... Non, allez-y. Vous dites que au niveau de Burkina, la vérité a été sûre. Vous avez évoqué la France, la Libye, la Côte d'Ivoire. Mais au Burkina, est-ce que, lié à l'assassinat de Thomas Sankara, est-ce que c'est vraiment toute cette vérité qui est sûre? Est-ce que c'est vraiment tous les acteurs qui ont été entendus ou épinglés dans cette affaire? Bon... Je pense que dans l'absolu, on ne peut pas dire tout, mais il y a eu un travail minutieux fait par le juge d'instruction, Yambouego François, avec 20 000 pages. Moi, j'ai été auditionné pendant plus de 5 heures par le juge d'instruction. Aucune question n'est sortie. Et il y a des points pour lesquels j'avais carrément refoulé ça dans ma mémoire. C'était obligé de revenir. Je pense que c'est un travail méticuleux qui a été fait. Mais il est évident qu'après une trentaine d'années, il est possible peut-être que certains acteurs témoins, on ne l'est pas. Parce que même quand vous faites le constat immédiatement, il y a des choses qui vous échappent. Et 30 ans après, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est possible qu'il y ait. Mais, ayant suivi le procès, je pense qu'il y avait suffisamment d'éléments pour nous permettre de voir. Parce que j'ai été parti dans le truc, mais il y a trop de choses que j'ai appris dedans. Je ne m'imaginais pas que tout cela s'était passé. Oui. Donc il y a eu un travail vraiment de recherche approfondie qui est à l'honneur de notre justice et qui montre que nous sommes capables, en toute autonomie, de juger les cas les plus complexes. Dans certains cas, il aurait fallu peut-être faire appel à l'ONU, à l'Union africaine ou enfin à des instances régionales pour pouvoir juger. Mais cela a pu être fait au Burkina. Et ça, c'est déjà une fierté pour nous tous que cela ait été possible à l'intérieur du Burkina. Et je pense que pour tous les autres peuples qui regardent le Burkina Faso, ils vont dire encore, voilà une exception burkinabé. Oui, quand on regarde la chambre de jugement, ça c'est logique, a maintenu les mandats d'arrêt qui sont décernés à Blaise Compaoré et Kafando, qui n'étaient pas là, c'est conformément donc, au code de procédure pénale. Ils ne sont pas là, c'est un peu par contumace. Une chose est de donner un verdict, une autre c'est que ce soit applicable à ces personnes-là. Il y a un arrière-goût amer, ou bien vous avez foi que ces sanctions-là pourront être exécutées un jour? Vous savez, ici, les questions de justice, pas de vengeance. Donc, ce n'est pas particulièrement les individus qui sont visés. C'est la nature des actes qui ont été posés. Et notre démarche ici est de faire tout ce qui est possible pour qu'au niveau du Burkina Faso, ce soit la première et la dernière fois qu'on assassine un président en exercice pour prendre le pouvoir. Si nous arrivons à cet objectif, je pense que notre pays aura progressé. Et c'est un élément très très important, cette pédagogie, cette éducation. Et c'est pour cette raison que nous avions demandé à ce que ce soit radiodiffusé, pour être sûr que le maximum de gens comprennent, parce que l'objectif c'était pas d'enfermer un tel, de faire tel truc, non. Par rapport
à l'histoire de notre peuple, à son évolution, il faut qu'on arrive à un stade où on dit, voilà, au Burkina Faso ici, que l'armée aille, des éléments de l'armée aillent avec les armes du peuple, tuer un dirigeant, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et à partir du moment où cela est acquis, parce qu'à travers ça, quand vous voyez ça, si vous aviez le projet dans 10 ou dans 20 ans de tuer un chef de l'État en exercice au Burkina Faso, je pense que vous allez réfléchir beaucoup. Et en ce sens, c'est très important. Maintenant, le fait que ce soit jugé par contumace ou tout, bon, ça c'est quelque chose qui existe depuis la nuit du temps, depuis que la justice existe, ces cas-là existent, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver. Parce que tout est possible. On ne savait pas qu'il allait être possible de juger Blaise Compaoré un jour. Quand j'étais libéré le 18 mai 1988, si vous m'aviez posé cette question, je ne sais pas ce que vous aurez répondu, mais certainement pas par l'affirmatif, absolument. Mais c'est arrivé. On ne sait pas ce que l'histoire nous réserve. Oui. Mais c'est très bien que de nos vivants, parce que nous sommes les survivants, bon, vous êtes un peu plus jeunes, que de nos vivants, nous voyons que cette page de l'histoire du Burkina peut servir à construire un Burkina meilleur. Un Burkina où les droits de l'homme, les droits de la vie sont respectés. Un Burkina où, quand un militaire a une arme, il sait que c'est surtout pour ne pas s'en servir, c'est pour la dissuasion. Et s'il doit s'en servir, c'est dans le cadre des lois et règlements pour lesquels, et sur les commandements qu'il faut, et surtout pas contre un chef d'État ou un citoyen ordinaire, juste pour cela. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je pense si le procès Sankara a contribué à construire cela dans l'esprit des Burkinabés, dans les traditions du Burkina Faso, je pense que nous sommes satisfaits. C'est vrai que dans la justice, il y a ce qu'on veut retenir aussi, qui est l'exemple, pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi sans que ça ne vous rattrape. Mais il y a aussi de la soif dans la justice de voir quelque chose réparé, et de voir ces bêtes issues d'hier afficher une responsabilité et que la personne ait à payer aussi un peu pour ça. Ça, c'est humain, c'est une réalité. Moi, j'ai envie de poser une question qui va paraître un peu bizarre, mais vous avez été écroué. Il y a beaucoup, quand on a entendu, comme Bouzbila Sankara, qui ont été torturés. Nous, on ne suit pas le procès de la même façon, on ne sent sûrement pas les choses de la même façon. Ce qui avait été requis, c'était 50 ans. 30 ans plutôt. Et puis je pense pour Palme, c'était 11 ans avec sursis. Mais les sanctions étaient plus lourdes, perpètes. Et puis quand je prends le cas de Palme, c'est 10 ans ferme. Quand ça a été prononcé, quelle est la première chose qui vous est venue en tête? Que justice a été rendue. Ça a été la première chose. Maintenant, moi je fais confiance au tribunal. Et nous l'avions déjà dit dès le départ, par exemple, quand nous avions demandé à la radiodiffusion, nous avons dit, quelle que soit la décision qu'ils allaient prendre, le comité allait l'accepter. Et vous avez vu, on ne l'a jamais dénoncé. Parce que nous devons contribuer à la construction de l'état de droit. Et cela nécessite que nous-mêmes nous acceptions certaines choses. J'étais totalement contre le refus de radiodiffuser ça. Mais on n'a rien dit. On s'est tu par respect pour l'état de droit en se disant peut-être que dans le futur, les législateurs vont modifier pour permettre que dans certains cas d'atteinte à la sûreté de l'État, quand ça dépasse 10, 20 ans, parce que là, par rapport à la sûreté de l'État, le procès Sankara n'inquiète personne, absolument rien. Peut-être qu'il y a un délai qui peut être mis et aider à contribuer. Mais, par exemple, la première condamnation qu'il y a eu par Maurice Jean-Pierre, qui est un promotionnaire à moi, on a fait le Britannique militaire de Kadiogo ensemble, qui a eu les 11 ans avec sursis. J'ai senti beaucoup de remous autour. Mais j'ai dit aux gens, non, faisons confiance au tribunal. Il a tout écouté. Ils vont tout sous-peser. Et au regard de ce qui est prévu dans le code pénal, ils vont nous revenir là-dessus.
Et je pense que quelle que soit la suite des appels et tout ce qui va arriver après, c'est cette leçon de l'histoire qui est le plus important. Parce que ce soit au niveau des veuves, des orphelins, le temps s'est écoulé. Il est vrai que j'ai vu des veuves déjà, parce que là, nous avons des réunions de temps en temps au mémorial, mais il y en a qui sont dans des sanglots, toujours. Vous voyez. Mais quand vous regardez par exemple les enfants qui étaient petits et qui sont devenus grands maintenant, vous voyez, eux, le simple fait qu'il y ait ce jugement et puis se prononcer est déjà satisfaisant. Maintenant, pour les veuves, ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles ont eu le temps de voir réellement ce qui s'est passé, de ne pas pouvoir faire leur deuil jusqu'à présent. Et avoir les corps qui sont entreposés entre le tribunal militaire et puis la présidence du Faso. Vous voyez, et elles doivent supporter ça. Elles n'ont pas encore fait le deuil. Vous voyez. Et c'est pour cela que je dis que pour nous, l'étape prochaine, c'est prendre langue avec les autorités pour essayer d'organiser les obsèques nationales, pour permettre à ces familles de faire le deuil. Ce sera un pas de plus vers la réconciliation que vous demandez tant, parce que vous avez quelqu'un qui est dans une caisse quelque part, vous ne savez même pas dans quel local, et vous êtes là, vous attendez. Vous voyez, vous êtes le fils ou la fille de cette personne. Vous ne savez pas où est la tombe, où vous allez pouvoir vous incliner, et cela depuis, mais vous savez qu'il est quelque part. Donc ça, c'est une question à laquelle nous allons nous attaquer, et c'est aussi une démarche qui va dans le sens de l'apaisement pour les familles, et puis aussi au niveau national des différentes tensions. D'accord. Juge Bougma. Oui, c'est vrai, il y a les funérailles qui sont demandées. Il y a aussi la personne de Thomas Sankara, héros national. Au Burkina, il y en a qui demandent une loi pour encadrer cela, parce que pour un héros national, il y a des libertés qu'on ne peut plus se permettre avec son nom, son image. On demande même aux partis politiques de ne plus utiliser son image parce que c'est un héros national. Mais on permet, par rapport à un certain nombre de considérations, qu'il soit atteint, alors qu'ailleurs, quand on vous déclare héros national, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Alors, dans l'élan, alors que ce sont des éléments également qui contribuent dans l'élan de la réconciliation, comment est-ce que vous voyez maintenant la réconciliation qui se dégage après ce verdict-là? Peut-être qu'il y aura appel, on ne sait pas, mais à partir de ce qui s'est passé hier. Bon. Pour nous, la première étape d'abord, c'est de faire les obsèques. Ça, c'est absolument important. Maintenant, au niveau de la démarche, il y a eu changement de gouvernement, comme vous le savez. Le nouveau gouvernement se met en place. Il est certain que le ministre Yero Boli, qui est un homme d'expérience, qui a été au commissaire sous la Révolution, que nous connaissons très bien, va avoir une démarche qui sera une démarche de co-construction, nous l'espérons, qui va associer. Par exemple, nous déjà au niveau du mémorial, tout ce que nous faisons, nous nous concertons avec les familles d'abord. Ça, c'est l'approche pour arriver, pour que les familles ne soient pas délaissées toutes seules. On avance toujours avec les familles. Il faudrait, si cette démarche est faite, on peut maintenant voir quelle est leur vision par rapport à ça, pour que nous puissions réagir. Vous voyez, parce qu'il faut respecter un peu et avoir les différentes appréciations des uns et des autres. Mais je crois que nous avons des traditions, nous avons des religions dans lesquelles le pardon suit un certain schéma. Vous voyez, par exemple, si vous venez me gifler, si vous ne vous excusez pas, je ne vais pas vous pardonner, par exemple. Ça, c'est un minimum de base. Il y a un ensemble de choses, je pense, que nous pouvons utiliser sans précipitation, parce que la précipitation ne sert à rien, pour arriver à ce qu'il y ait un consensus minimum autour de ces questions. Et Yero Boli, je l'ai cité tantôt, bon, je ne sais pas s'il va changer maintenant parce qu'il est au gouvernement, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment un homme de consensus, très posé, administrateur civil vraiment que j'admire beaucoup, et je pense qu'il va engager. Bon, maintenant, est-ce qu'au cours de son mandat ce sera terminé ou pas? L'essentiel est que le processus commence. Mais il était nécessaire, comme ça a toujours été dit, qu'il y ait la justice,
qu'il y ait la vérité. Parce que dans d'autres pays où ça s'est passé, vous avez eu des commissions de vérité et réconciliation, où c'est après les aveux des gens, les demandes d'excuses, que maintenant cela se fait. Et quand vous regardez dans chacun de nos villages, il arrive qu'il y ait mort d'hommes et tout. Il y a des processus qui sont là et qui permettent de rétablir la paix sociale tranquillement. Vous ne pouvez pas vous lever en tant que du fait du prince, décider, ouais, je vais faire comme ça. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que ça suive un certain processus dans lequel la vie des familles sera pris en compte entièrement. Alors, mais est-ce qu'après l'ambiance qui a prévalu hier et après le verdict, vous entrevoyez sereinement l'aboutissement d'une telle initiative, comme je l'ai évoqué en avant-propos? Non, moi, j'étais dans la salle hier. J'ai même eu à aller voir un peu les gendarmes pour essayer de séparer les éléments. C'est juste quelques éléments de la jeunesse. Bon, ça arrive. Hein, actuellement, à notre âge, on trouve que les jeunes ils déconnent, mais nous aussi, on faisait la même chose. Hein, ça arrive. Hein, mais c'est pas pour autant que c'est ça qui dirige la société. Il peut y avoir des éléments qui s'excitent à un moment donné, qui se boxent, qui font des trucs, mais c'est pas ça la direction de la société. Oui, c'est pas les aînés et autres qui étaient là-bas sur place qui sont allés s'embastiller. Si vous regardez des deux côtés, peut-être que c'est 5 jeunes de ce côté et 5 autres, et puis le mouvement de foule et tout qui est arrivé. Moi, je ne considère pas ça comme un élément majeur. Et puis, il y a aussi l'effet de choc. Certains sont venus en étant convaincus que M. XY serait acquitté et il n'a pas été acquitté. Il y a une déception instantanée qui fait que ces gens, ils sont capables de réagir. Tout le monde ne peut pas rester calme et tout accepter, vous voyez. Donc, c'est des éléments émotionnels, certes importants, mais je ne pense pas que ce soit décisif. Ce n'est pas ça qui va dicter l'histoire, la suite de l'histoire. Parce qu'il y a des personnes posées derrière qui sont capables d'apaiser ces gens. Nous-mêmes, au niveau du mémorial, nous avons des jeunes bien excités. Quand je leur parle, ils se calment. Mais je pense que des deux côtés, il y a cette situation. Et nous avons des gens nerveux, nous avons des gens qui sont doux. Bon, en fonction des circonstances, ça peut arriver. Mais là, moi, je ne considère pas ça comme... Moi, j'ai vu dans la presse, mais j'étais dans la salle, je ne considère pas ça comme un événement majeur. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui soient déçus, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient contents. Bon, les forces de défense et de sécurité étaient là et ont empêché que quoi que ce soit d'irréversible arrive. Je les remercie pour cette vigilance, cette action, mais je suis sûr que cela ne marquera pas la suite des événements. Le colonel Pierre Ouedraogo est notre convoqué du jour. Il est le président du comité d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara. Avec lui, on revient sur le procès Thomas Sankara, son verdict et ses enseignements. Alors, on l'a dit, ce procès se voulait pédagogique. Aujourd'hui, on a le verdict. Il faut tourner la page. Est-ce qu'au nom de cette réconciliation nationale qui est prônée, vous accepterez une loi d'amnistie qui est aujourd'hui une option qui peut être activée par le chef de l'État? Ça relève de ses prérogatives. Je pense que là, c'est une vraie colle. Parce que si il a cette prérogative, mais moi, peut-être que ce que vous me demandez, c'est peut-être le conseiller, peut-être, parce que la décision, ce n'est pas moi qui la prends. Je pense qu'il faut aller à travers un processus, comme je l'ai dit tantôt. Ils doivent consulter toutes les parties pour voir sur quel mécanisme cela va arriver. Sinon, si vous prenez une loi parce que tout simplement vous en avez l'autorité, il y a des chances que son application sur le terrain soit difficile. Et moi, je crois en ce que nous utilisions nos mécanismes. Il y a nos mécanismes traditionnels, nos mécanismes religieux. Nous avons beaucoup de potentialité au niveau de notre capacité d'amener les gens à être ensemble, même quand il y a eu mort d'homme. Et sous la Révolution, je vous citerai par exemple un cas, il y avait Niago et Begdo. Il y avait eu des affrontements avant la Révolution, avec mort d'homme. Et Thomas Sankara m'a demandé d'aller faire la réconciliation là-bas avec les CDR de deux côtés qui menaçaient de s'affronter.
Je suis allé rencontrer chacun des villages, écouter, discuter et tout. Et on a arrivé à un consensus l'après-midi. Et il y a un pont qui était sur le fleuve qui sépare les deux villages. J'ai fait un meeting là-bas. Mais au nom de la réconciliation, les deux villages étaient des deux côtés du pont. Et moi, j'étais sur un bus Velera, arrêté, et je regardais l'eau. Et je parlais à gauche, à droite. Et après, on a fait une marche, traverser les deux. Mais tout cela a été discuté, convenu et tout. Et la paix est revenue après. Vous voyez? Mais quand je suis allé voir de chaque côté les jeunes, les vieux, etc. Tout. Ça a pris toute une journée entière. Mais à la fin de la journée, on avait réussi. On aurait pu, à partir de Ouaga, prendre une décision. Mais ça n'aurait jamais marché. Juge, bon, c'est vrai que vous avez posé la question de l'amnistie là. C'est vrai que bon, c'est pas la prérogative du président. C'est lui, peut-être, c'est la question des grâces. L'amnistie, c'est l'Assemblée nationale. Et puis ça efface, on va dire comme ça, ce qui a été fait. Donc c'est pas simple comme élément. Décision. Voilà, la grâce, on garde tout de même dans votre casier et ce que vous avez fait. Donc c'est une question de dimension qui est vraiment différente. Je sais que le débat va venir, c'est clair, mais déjà moi, dès à présent, vous parliez tout à l'heure de la question de la réconciliation, vous avez pris un exemple, vous adressant à Ben Abougma, on vous gifle. Je ne pardonne que lorsqu'il a fait la démarche de s'excuser et tout, et de reconnaître ce qu'il a fait. Tout au long du procès, en tout cas, ce que nous avons pu voir, c'est la négation des faits. Il n'y a pas de mea culpa, il n'y a pas de je reconnais. Il y a je n'ai rien à y voir. Chacun s'est expliqué pour démontrer qu'il n'avait pas grand chose à y voir, que dans cette affaire il n'avait pas de blanche. Quand on regarde, c'était ça en fait pour la plupart. Ils ont même plaidé non coupable. Ça pèse dans la balance pour une dynamique vers la réconciliation. Ou pour vous, on peut quand même outrepasser, se dire c'est pas grave. Vous savez, bon, quand on est devant le tribunal et on doit te condamner, bon, on peut comprendre que des actes réflexes, et surtout les avocats, leur travail est justement de rendre possible ce qui est impossible. Et moi, je considère cela tout à fait normal. Ils pouvaient avoir une autre attitude, mais ils pouvaient avoir celle-là, c'est leur droit. Mais si maintenant que la justice a été rendue, on veut marcher vers la réconciliation. C'est pour cela que je faisais appel aux autres mécanismes qui peuvent aller pour faire cela. Entre nos villages et tout, parfois il y a des petits massacres et tout, mais ils arrivent à trouver des mécanismes pour régler ça. Et il y a mort d'hommes. Mais cela n'empêche que pendant que la réconciliation se passe, il y a peut-être des gens qui sont à la Mako. Vous voyez? Ça n'empêche pas, c'est pas contradictoire, oui. Mais c'est surtout aller avec le consensus. C'est-à-dire, par exemple, l'Assemblée ne va pas, enfin j'espère, ne va pas se réunir, voter une loi comme ça, sans avoir fait un minimum de consultation. Oui, minimum de consultation pour voir les pistes et autres, etc. S'ils engagent cette démarche, je ne prédis pas qu'ils vont réussir parce que, bon, les familles, quand même, elles ont quand même leur mot à dire. Mais il est évident que si, par exemple, la justice avait été rendue il y a 15-20 ans, ce serait beaucoup plus facile. Mais elle a traîné avant de venir, elle vient d'être rendue. Il est certain que ce ne sera pas les mêmes conditions que si on avait fait le jugement il y a 20 ans. C'est pas comme on avait fait il y a 20 ans et qu'on les a condamnés à perpétuité et qu'aujourd'hui on veut faire la réconciliation. Vous voyez, avec des amnisties et autres, le contexte sera totalement différent. Actuellement, c'est chaud là. C'est pas aussi évident. Donc il faut des consultations pour arriver à un consensus. Et s'il n'y a pas consensus, attendre. Parce qu'il y a un moment pour tout. Et comme l'adage populaire le dit, le temps est un autre nom de Dieu. Donc c'est important de considérer ce facteur temps. Oui.
Alors, il y a eu une loi d'amnistie qui avait été votée, mais sous la transition qui a été également gommée après. Maintenant, l'attitude des différentes familles vis-à-vis d'une probable amnistie au Burkina, c'est vrai que je voudrais savoir si déjà ça a été évoqué lors de vos rencontres. Et comment est-ce que les familles entrevoient cela? Non. Notre démarche de travail au niveau du mémorial est vraiment extrêmement précise. C'est-à-dire qu'on traite qu'un point à la fois. Et là, c'est seulement la dernière réunion où on a évoqué les obsèques. Sinon, jusqu'à présent, c'était uniquement le procès. C'est-à-dire c'est des points précis pour avoir des réunions courtes, précises, avec des éléments. Si on a cet élément sur la table, eh bien, on se réunira sur cette question. Mais pour le moment, elle n'est pas sur la table. C'est la question des obsèques. Parce qu'il faut que les familles puissent faire leur deuil. Vous ne pouvez même pas parler de réconciliation à quelqu'un qui ne sait pas où se trouve la tombe de son papa ou de, je sais pas si vous allez oser le faire, mais moi je n'oserais pas aller le faire. Je vais d'abord m'assurer que son papa est bien enterré, que son mari est bien enterré et qu'ils savent là où ils sont avant de venir leur dire quelque chose. D'accord. Oui, alors, oui, allez-y. Oui, justement, comment on appelle ça, dans la même veine, il y a les corps qui ont été exhumés. On a vu le résultat également que cela a donné, mais pour l'indication des tombes, c'est aussi un autre processus. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est vrai que des acteurs en son temps comme Yamba Malik Sawargo ont été formels. C'est là-bas qu'ils l'ont enterré. Si ça a changé après, ils ne peuvent pas savoir, mais ils y ont été. C'était là-bas et avec des indications précises. Mais maintenant, après l'exhumation, avec tout ce qui s'en est suivi, alors comment est-ce que la suite, l'indication des tombes pour que les familles puissent faire correctement les deuils, ce processus, parce que je ne crois pas également que tout le reste soit encore retourné. Bon, je pense qu'il y a 3 cas de figure. Il y a ceux qui étaient à Dagnoin, pour lesquels je pense qu'il y a eu des experts internationaux qui ont été là et qui ont suivi tout le processus. Et ces dépouilles sont entre les mains de la justice militaire et de la présidence du Faso. Donc je pense que là, le problème ne se pose pas. On a un problème en ce qui concerne Kambouensé, où il va falloir faire du travail un peu plus compliqué, un peu plus simplifié au niveau de Koudgou pour les 11 qui ont été assassinés au niveau du BIA, parce que là, j'ai pas encore été, mais c'est dans un espace bien connu. Et notre démarche à ce niveau sera de sécuriser ce lieu de mémoire pour permettre pour les générations futures, pour permettre aux familles d'avoir un endroit décent où honorer leurs morts. Voyez. Et à toute la jeunesse aussi qui souhaiterait le faire, qu'ils arrivent à un endroit précis qui ne devient pas une poubelle ou je sais pas quoi, etc. Ça, c'est notre démarche en ce qui concerne les 2 autres sites. Bon, pour ceux de Dagnoin, bon, ça c'est entre les mains de la justice militaire. Je suppose qu'avec la qualité des experts qu'ils ont engagés, nationaux et internationaux, il y a un élément de précision auquel ils sont arrivés que nous n'avons pas vraiment grand-chose à ajouter, sinon que de constater. Et justement, excusez-moi, une dernière question, puisqu'on parle moins des tombes effectivement des Cambouessins, alors qu'il y en a également liés aux événements qui sont, alors pour l'identification de ces tombes pour les familles, c'est ça aussi notre père dimanche, c'est pourquoi je pose la question par rapport aux tombes. C'est vrai qu'il y a Dagnoin, mais on parle moins de Cambouessins. Mais nous avons noté ça fait partie de notre plan de travail. Bon, on n'est pas nombreux, on n'a pas des moyens énormes, et le choix qu'on a fait, c'est de nous concentrer. Chaque fois, on se concentre sur un point, on essaie d'avancer et d'avancer avec les familles pour qu'il n'y ait pas de discordance. Parce que nous, on accompagne les familles parce que le lieu où ils sont, l'histoire qu'il y a autour fait partie du mémorial Thomas Sankara aussi. Parce que dans 100 ans, dans 200 ans, quand les gens vont venir, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils aient toutes les réponses à toutes les questions. Et ça, c'est ce travail que nous devons faire, profitant du fait qu'il y a encore des survivants qui sont vivants. Bon, c'est pas pour combien de temps, parce qu'après, quand ce seront seulement les jeunes, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Donc, on essaye d'aller dans cette direction-là
l'identification de ces zones et puis leur sécurisation, une des tâches que nous avons à accomplir maintenant. D'accord, on a le dénouement du procès. C'est vrai qu'on a évoqué la possibilité d'un recours avec ce qui est prévu par la loi. Mais pour beaucoup, la prochaine étape, c'est la réhabilitation de Thomas Sankara et de ceux qui sont tombés avec lui. Il y a le projet mémorial Thomas Sankara qui travaille dans ce sens-là. À quelle étape vous êtes actuellement? C'est vrai qu'on a vu tout ce qui a été fait, le travail avec les plans, les schémas architecturaux qui ont été présentés. À quel niveau vous êtes actuellement avec le projet Thomas Sankara? Au niveau du projet Thomas Sankara, le mémorial, le site a été identifié. C'est le Conseil de l'Entente, confirmé par les différents gouvernements. Il y a la statue qui est déjà là-bas sur place. L'ensemble architectural a été élaboré au cours d'un concours par notre compatriote Kéré, qui est en Allemagne. Bon. Comme par hasard, c'est l'un des meilleurs architectes du monde qui se retrouve sur ce dossier et nous en sommes fiers et très contents. Au niveau administratif, il y avait des démarches qui avaient été organisées. J'ai eu à rencontrer le Premier ministre Dabilé, qui avait à l'époque déjà donné les instructions pour mettre en place une maîtrise d'ouvrage pour faciliter la mobilisation des ressources internationales pour ça. Bon, je pense que ça, c'est un dossier pendant qu'on aura à traiter avec le ministère de la Culture de ce côté. Et il y a aussi l'idée d'en faire aussi un projet au niveau de la DGCOP, toujours pour faciliter la mobilisation des ressources internationales. Il y a un certain nombre de pays qui s'étaient manifestés, mais il faut d'abord que ce qui doit être fait au Burkina soit terminé pour faciliter leur intervention. Il y a le Bénin, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la République de Chine. Et donc il faut qu'on s'asseye avec les autorités pour avoir un plan de travail ensemble et dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage et d'autres actions au niveau de la diplomatie pour faire avancer encore plus ce dossier. Mais déjà, vous voyez, la Villa Togo qui était avec le ministère des Affaires étrangères nous a été rétrocédée par le ministre Alpha Bari, à qui nous disons merci. Nous avons un siège à l'intérieur du Conseil de l'Entente. L'autre était un peu à l'extérieur, mais là, nous sommes à l'intérieur. Et c'est là où se déroulent toutes les conférences de presse, d'ailleurs, en attendant. Et donc, nous pensons que dans les semaines à venir, nous allons pouvoir aller concrètement là-dessus pour faire avancer le projet architectural et aussi la mobilisation des ressources pour achever ce monument. Alors vous avez parlé de la mobilisation des ressources. On sait que c'est un projet colossal, ça demande aussi des moyens colossaux. À ce niveau-là, est-ce que l'engouement est toujours au beau fixe? Est-ce que justement les gens mettent les mains dans la poche? Aujourd'hui, vous avez quel montant par exemple? Comme je vous dis, les structures ne sont pas mises en place. Vous ne pouvez pas demander à un pays étranger d'envoyer de l'argent comme ça. Mais où et comment? Oui. C'est pour cela que la proposition du Premier ministre Dabiré de mettre en place la maîtrise d'ouvrage était vraiment pertinente. Vous savez, c'est un grand expert quand même dans la gestion des projets. Il a été à la DGCOP et tout. Et donc, c'est cette démarche qu'on doit suivre pour y arriver. Mais sinon, au niveau de l'État, il y avait déjà des promesses à hauteur de 3 milliards. Et il y avait des privés nationaux, notamment en matière d'agrégats et tout ça, à plus de 2 milliards, qui pouvaient fournir tous les agrégats. Mais bon, c'est une partie du mémorial. Et je rappelle que le mémorial prévoit une tour de 70 mètres, qui sera la plus haute de Ouagadougou. Et à partir du Conseil de l'Entente, vous pourrez voir tout Ouagadougou. Donc, ce n'est pas quelque chose de petit. D'accord. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission, mais chaque juge aura une dernière prise de parole, soit pour un commentaire ou pour une question. Nous allons commencer avec le juge Bougma. Oui, c'était les démarches pour que Paul Kagame intègre le projet. C'était dans les tuyaux quand Rollins quittait ce monde. Vous êtes à quelle étape de cette démarche?
On n'a pas redémarré parce que vous savez, les relations entre États, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Bon, il y avait des choses qui étaient arrêtées avec le ministre Alpha Bari. On avait commencé à prendre langue avec Rosine Koulibaly qui l'a remplacé. Bon, il y a une nouvelle ministre des Affaires étrangères. Il faut, après la rencontre avec les autorités, qu'on arrête un plan de travail qui doit permettre d'accompagner. Parce que c'est un projet national, pour un héros national, il faut une implication de la diplomatie dedans pour pouvoir avancer. Sinon, il y a des éléments du mémorial qui ont des contacts avec ces différentes personnes, mais pour la mobilisation effective, il faut qu'on mette le cadre qui permet au niveau du Burkina que ces gens puissent intervenir. Sinon, le président Kagame, vous savez, bon, c'est en tout cas l'un des rares présidents en Afrique qui déclare officiellement qu'il s'inspire de Thomas Sankara et beaucoup de choses. J'ai été à Kigali, j'ai vu beaucoup de choses étaient fondamentalement inspirées de l'expérience du Burkina Faso. Je n'ai pas de doute que, bon, en tout cas, il va nous accompagner de ce côté. D'accord, je vois. Moi j'aurais une question. Vous êtes revenu plusieurs fois sur le fait qu'il est important aussi maintenant qu'on puisse penser à une inhumation digne de ce nom pour ces messieurs-là. Vous l'entrevoyez comment? Parce que vous savez, il y a une famille aussi à laquelle il appartient où c'est un moment quelquefois c'est un moment personnel qu'on veut vivre, un moment intime. Mais il y a aussi que Sankara appartient maintenant à tout le monde. Et vous l'entrevoyez comment? Pour nous, il faut avancer de manière concertée. Nous avons déjà rencontré les familles pour leur dire quelle est notre démarche. Notre démarche va consister à rencontrer les autorités, notamment le président du Faso, s'il le permet, et lui présenter un plan. Le plan va comprendre, je pense, 3 phases. La première phase, c'est d'abord les concertations au niveau des familles à partir des orientations qu'il nous aura données. Parce que lui aussi, il a son point de vue. Et il est important de tenir compte de ce point de vue pour revenir vers les familles, se concerter et après engager les concertations avec l'armée. Parce que les obsèques d'un président, c'est l'armée. Les obsèques des militaires, c'est l'armée. C'est des militaires qui étaient en fonction, qui ont été tués. Donc l'implication de l'armée est là. Et après ce travail, on pourra maintenant revenir vers le président du Faso avec une proposition concertée qui lui permet maintenant de prendre la décision. Et en ce moment maintenant, on va passer dans la phase opérationnelle. Oui. D'accord. Colonel Pierre Ouedraogo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes président du comité d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara. Avec vous, nous avons parlé du procès, de son verdict et de ses enseignements. Merci d'être passé une fois de plus. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture et les questions posées à l'invité du jour. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.